Bonjour, nous voici donc une semaine après l'impact historique de la sonde DART avec Dimorphos, la petite lune de l'astéroïde double Didymos, pendant lequel j'avais la chance d'être au site même des opérations de la sonde, près de Washington, au laboratoire Applied Physics Laboratory, APL, dans le Maryland. Et cet moment extraordinaire pendant lequel nous avons découvert les images de Dimorphos tandis que la sonde s'approchait jusqu'à lui rentrer dedans. Et ce fut un moment incroyable puisque pour certains d'entre nous, c'était la conséquence de longs efforts qui datent depuis 20 ans en Europe, hein, en commençant par la mission Don Quichotte, l'étude de la mission Don Quichotte à l'Agence spatiale européenne dans les années 2000, et d'être ensemble pour participer à cet événement et voir en quelque sorte notre bébé se concrétiser et surtout de découvrir en temps réel avec le public les images de Dimorphos jusqu'à l'impact. C'était vraiment incroyable et très, très émouvant. On a beaucoup crié. Il y a une vidéo d'ailleurs qui a circulé nous montrant en train de crier. Je pense qu'on aurait encore plus crié si on n'avait pas été filmé, tellement c'était magnifique. Et surtout pour moi, de pouvoir me dire que le public découvrait avec nous en temps réel les images d'un nouveau petit monde, hein. On était aussi ignorant que le public juste avant de le découvrir. Donc c'était magnifique d'apprendre en même temps avec tout le monde ce qu'était cet objet et de découvrir à nouveau que ces petits rochers ne sont pas des simples justement rochers célestes, mais en fait nous révèlent des petits mondes géologiques d'une complexité incroyable, hein, puisque déjà la première surprise a été de voir que Didymos, hein, donc le corps principal autour duquel tourne Dimorphos, eh bien, n'a pas cette forme de toupie qui est pourtant assez caractéristique, en tous les cas, c'est ce qui est attendu pour les corps primaires des astéroïdes doubles, sur la base d'ailleurs de nos modèles de formation des astéroïdes doubles. On a pu d'ailleurs constater que cette forme de toupie était retrouvée sur d'autres astéroïdes qui n'ont pas de lune, tels que les astéroïdes Bennu, qui a été visité par la sonde Osiris-Rex de la NASA, et Ryugu, qui a été visité par la sonde Osiris-Rex. Et en réalité, dans le cas de Didymos, on s'attendait aussi à cette forme, et encore plus puisqu'il avait un satellite et que c'était le type de forme qu'on s'attendait à avoir pour ces systèmes doubles. Eh bien, la forme de Didymos n'est pas tout à fait la même et malheureusement, la résolution de DART ne nous permet pas d'avoir les détails qui permettraient justement de comprendre qu'est-ce que c'est que cet objet et comment est-ce qu'il a pu aboutir à un astéroïde double, puisqu'on part du principe et on pense que les objets doubles viennent d'un corps principal, un corps unique, qui ensuite a donné un satellite. Donc là, il y avait déjà, dès qu'on a vu Didymos, des grandes discussions dans la salle, en particulier les jeunes post-doctorants qui avaient beaucoup travaillé dessus, qui étaient là à dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et qui discutaient. Et évidemment, pour les scientifiques, c'est toujours très excitant quand la réalité ne correspond pas à ce qu'on s'attendait à voir. Et puis petit à petit, on a commencé à découvrir Dimorphos, et là, la forme ellipsoïdale est absolument magnifique. C'est une forme qu'on s'attend à avoir, une forme d'équilibre qu'on s'attend à avoir pour des corps qui n'ont pas de cohésion, donc des tas de sable sans cohésion. Et là, on retrouve cette forme-là. Donc déjà, là, on était waouh, assez impressionné de retrouver ça. Et puis enfin, bien sûr, les dernières images qui nous montrent que la surface est remplie de rochers. Très intéressant d'ailleurs, on voit des rochers de différentes morphologies, on est en train d'étudier ça, c'est magnifique. Et on aimerait bien savoir si à l'intérieur c'est aussi comme ça, parce que ça correspondrait à nos modèles de formation de binaire. Et ça, c'est génial parce que pendant des années, on a commencé à penser à Dimorphos en 2011 hein, et à Didymos pour faire un impact. Eh bien, jusqu'aux vraies images, nous n'avions que des modèles mathématiques de cet objet ou des dessins qui étaient faits à partir de nos hypothèses, et de pouvoir découvrir la réalité par rapport à ces modèles est quelque chose, à partir du moment où on fait ces modèles, qu'on attendait avec impatience. Et ça, c'est des moments vraiment très émouvant. Et puis surtout, comme je dis, ça correspond pas exactement à ce qu'on pensait trouver. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche. Et bien sûr, ensuite, l'impact ayant eu lieu, on attendait les premières images de la sonde italienne LiCiaCube et des images depuis les opérations terrestres. Et là, ce qui nous a époustouflé, c'est une image fournie par le télescope Atlas qui nous a montré l'augmentation de la luminosité du système après l'impact, absolument incroyable, à un niveau vraiment surprenant. On avait envisagé des tas de choses, donc on savait qu'on pouvait faire des choses complètement folles. Et là, ça a confirmé que ce qui s'est passé n'était pas ce qu'on s'attendait être le plus probable. On est encore en train de digérer tout ça. Et ensuite, les images de l'INSIAQ qui nous ont montré
une quantité d'éjecta autour de Dimorphos, d'ailleurs nous permettant pas de voir Dimorphos. C'est bien ça la frustration, à un tel point même qu'on se demandait si on n'avait pas détruit Dimorphos, hein, vu la quantité et le fait qu'on ne voyait plus rien. Finalement, Dimorphos est toujours là, mais on ne sait pas dans quel état. Et la moralité, alors bien sûr, ensuite, on a eu aussi le Hubble et le James Webb depuis l'espace qui nous ont montré le système vu par ces deux télescopes. Et ça, c'est vraiment génial parce que d'abord, c'est la première fois que ces deux télescopes spatiaux pointent sur un même objet dans l'espace. Donc, ça nous montre, avec toute cette campagne d'observation depuis le sol et depuis l'espace, qu'on arrive à se coordonner pour observer en même temps un événement. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour la défense planétaire, parce qu'on pourrait être dans ce cas-là où il faut qu'on braque nos télescopes sur un objet potentiellement dangereux. Et là, dès l'impact effectué, on avait des observations au Kenya, en Antarctique, avec le télescope ACEP de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Tout de suite, on a commencé à avoir des observations qui étaient bien sûr attendu et organisé pour ça, mais ça a bien marché. Et puis le James Webb et le Hubble qui nous ont montré à nouveau cette augmentation de luminosité avec des tas de choses qu'on ne comprend pas pour l'instant. Donc là, on a un gros travail pour comprendre ce qui s'est passé, pour mesurer la différence de période orbitale de Dimorphos, c'est-à-dire le temps qu'il met pour tourner autour du Didymos après l'impact, pour la comparer à celle avant l'impact et avoir une première idée de l'efficacité de la déviation. Et là, déjà, on a un gros travail. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que DART a démontré la capacité de taper à 11 millions de kilomètres dans un petit corps dont nous ne connaissons au départ que la taille, puisque c'est uniquement ce que l'on connaissait de Dimorphos. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. C'est cette technique d'impacteur cinétique, eh bien, on arrive à la faire fonctionner avec la caméra et le logiciel de navigation à bord de DART. DART a tapé Dimorphos. Maintenant, il faut savoir, on a tapé, mais est-ce qu'on a dévié? Et ça, les observations au sol vont pouvoir nous dire est-ce qu'on a perturbé la trajectoire. Par contre, maintenant, la grande excitation est pour la mission HERA, puisque là, encore plus, si avant on était déjà motivé à 100% pour développer HERA, là, c'est une motivation qui est à l'infini, puisqu'on est avec des tas de questions. Qui est devenu Dimorphos? Est-ce qu'on a fait un cratère? Est-ce qu'on l'a complètement déformé? Quelle est sa structure interne? On en a vu que c'était des rochers éparpillés de partout. D'ailleurs, on ne voit même pas de cratère sur Dimorphos, tellement c'est un champ de rochers. Est-ce qu'à l'intérieur, c'est la même chose? Parce que certains modèles de formation binaire nous disent que ça devrait être la même chose. Et ça a des conséquences sur la réponse à l'impact. Euh, sont les propriétés de minéralogie, les propriétés thermiques? Parce que tout ça, on en a besoin pour finalement pouvoir avoir une expérience d'impact entièrement documentée qui élimine les inconnus pour les modélisations numériques qui doivent reproduire cet impact. Parce que l'idée, c'est bien celle-là, c'est de pouvoir valider les modélisations numériques à l'échelle d'un astéroïde et non pas à l'échelle des impacts en laboratoire sur des tailles de corps centimétriques. Là, on veut les valider à l'échelle de l'astéroïde de telle sorte qu'ensuite, on puisse les appliquer à d'autres scénarios avec une grande fiabilité. Et pour ça, il nous faut les conditions initiales fournies par DART. On a quelques idées des premiers éjecta émis fournis par l'ISHACUBE et le résultat final qui sera fourni par ERA en termes de quantité de mouvements transmise par DART, qui ne peut être que mesuré par ERA parce qu'il nous faut la masse de Dimorphos, et le résultat final de l'impact en termes de taille du cratère, des formations de Dimorphos, plus toutes les propriétés géologiques, structure interne par un radar pour la première fois. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos. Donc en fait, on a vraiment encore plus besoin de cette mission pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, puisque ce qui s'est passé n'était pas la chose qui était la plus attendue. Et ça, c'est absolument excitant pour les scientifiques et je peux vous dire que la communauté scientifique qui travaille dans ces missions a vraiment la vive motivation d'avoir ERA développée et prête pour lancement en 2024 avec une arrivée fin 2026 et 6 mois d'enquête en 2027. Ça va être vraiment absolument extraordinaire et d'autant plus nécessaire qu'il y a plein de choses qu'actuellement on ne comprend pas dans cet impact de DART, à part de dire que ça a bien tapé, que ça a eu un effet incroyable et qu'on va pouvoir dire des choses avec toutes les analyses en cours et l'équipe d'art travaille à fond avec des réunions tous les jours. Donc, ça va le faire, mais il y aura toute cette incertitude, toute cette frustration de se dire oui, mais, et ça dépendra des rats. Voilà, je voulais vous dire ça. À une semaine de l'impact, il va encore y avoir plein de choses.
on est en train de digérer tout ça, on est en train d'essayer de redescendre de notre nuage et de ce moment vraiment incroyable et vraiment je souhaite à tous les chercheurs et tous les gens qui adorent ces aventures de vivre ces moments-là dans ces lieux dans lesquels toute l'équipe est impliquée, c'est vraiment fusionnel, c'est absolument génial. Donc, je reviendrai vers vous pour d'autres nouvelles, mais c'était déjà une première impression que je souhaitais partager avec vous. Merci.